Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode de Plus belle la vie, encore plus belle qui va littéralement vous couper le souffle. Entre sacrifices bouleversants, aveux inattendus, prises d'otages glaçantes et décisions déchirantes, les personnages du Mistral sont poussés dans leur dernier retranchement. Apolline se tient au bord du précipice, prête à livrer sa vérité dans une lettre d'aveu déchirante, mais une révélation choc signée Ulysse vient tout remettre en question. Augustin, de son côté, n'hésite pas à se sacrifier pour la protéger, déclenchant un tsunami d'émotions et une confrontation poignante entre eux. Mais ce n'est pas tout, au cabinet médical. Ce qui devait être une simple mission solidaire pour Babette se transforme en cauchemar absolu. Une prise d'otage, une arme pointée, un silence menaçant, la tension est à son comble. Et le danger frappe en plein cœur du Mistral. Et pendant que les gyrophares éclairent le destin brisé d'un homme amoureux, Luna, Chloé et l'aide sociale jouent une toute autre partie. Celle de la rédemption, du mensonge et des ultimes chances de reconstruire un lien mère-fille fragile et précieux. Installez-vous confortablement. Car ce qui vous attend est bien plus qu'un simple épisode, c'est une véritable déflagration émotionnelle, un tourbillon de vérité qui explose et de cœurs qui vacillent. C'est parti! Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, les tensions montent d'un cran et les masques tombent, laissant place à des choix déchirants et à des aveux bouleversants. Apolline fait une découverte qui la bouleverse profondément. Augustin, dans un geste d'une rare générosité, a sciemment endossé la responsabilité qui lui incombait, pour mieux la protéger. Ce sacrifice silencieux, motivé par un amour sincère et sans condition, vient briser les dernières résistances d'Apolline. Elle comprend enfin l'ampleur des sentiments d'Augustin et l'intensité de ce qu'il est prêt à endurer pour elle. Mais c'est un tout autre aveu, plus inattendu encore, qui vient secouer le commissariat du Mistral. Ariane est convoquée par la juge Colbert. Dans un moment d'une rare sincérité, la magistrate présente ses excuses à la policière. La voix empreinte de remords, elle confesse ne pas avoir su dénoncer Durieux lorsqu'elle en avait encore le pouvoir. Elle lâche, d'un ton presque brisé. Je pensais que j'allais régler le problème toute seule. Un aveu lourd de conséquences, qui pourrait changer le regard d'Ariane sur l'affaire, et sur la juge elle-même. Ce nouvel épisode s'annonce riche en émotions, en révélations, et en confrontations intimes. Les cœurs se livrent, les masques tombent. Et les choix de chacun dessinent peu à peu les lignes d'un avenir encore incertain. Une page se tourne, mais à quel prix ? De son côté, à l'hôpital de Marseille, Apolline franchit une étape cruciale dans son cheminement intérieur. Isolée dans une salle discrète, loin de l'agitation du service, elle couche sur le papier des mots lourds de sens. Dans cette lettre d'aveu qu'elle rédige avec une émotion contenue, elle reconnaît être responsable de non-assistance à personne en danger dans l'affaire Caroline Vasseur. Chaque phrase semble peser une tonne. Elle revient sur les événements, détaille ses hésitations, ses silences, ses choix dictés par la peur ou la confusion. Elle n'essaie pas de s'excuser. Elle assume. Elle ne cherche pas à fuir. Cette lettre n'est pas un cri de détresse, c'est un acte de conscience. Un geste de vérité. Cette rédaction pourrait bien être le prélude à un tournant décisif. Apolline envisage clairement de se rendre à la police. Son trouble est perceptible, mais son regard se fixe, déterminé. Apaisé presque. Elle sait que ce qu'elle s'apprête à faire ne sera pas sans conséquence, mais elle semble prête à en assumer le prix. Le doute subsiste, ira-t-elle jusqu'au bout ? Remettra-t-elle cette lettre aux autorités ? Ou bien quelqu'un l'en empêchera-t-il à la dernière minute ? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Apolline n'est plus dans la fuite. Elle est en train de choisir l'intégrité, même si cela implique de tout perdre. Au même moment, alors qu'elle relit encore et encore sa lettre d'aveu, les mains tremblantes, le cœur tiraillé entre la culpabilité et le besoin de justice, la porte s'ouvre doucement. C'est Ulysse. Son visage est grave, mais sa voix reste douce, mesurée, presque réconfortante. Il s'approche d'Apolline, d'un ton à la fois solennel et ému, lui livre une information qui va tout bouleverser. Augustin est passé aux aveux. Il vous a totalement innocenté. Ces mots résonnent dans la pièce comme un choc. Le temps semble suspendu. Apolline le fixe, abasourdie,
incapable de répondre dans l'immédiat. Une part d'elle veut se convaincre qu'elle a mal entendu. Mais non. Ulysse confirme, Augustin a tout pris sur lui. Par amour, par loyauté. Ou peut-être parce qu'il la juge plus précieuse que lui-même, il s'est livré à la justice pour qu'elle soit épargnée. Sans attendre, Apolline se lève. Sa décision est immédiate, instinctive. Elle n'hésite plus. Elle quitte sa chambre d'hôpital, le pas rapide, le regard déterminé. Elle doit lui parler. Elle doit comprendre. Pourquoi ce sacrifice? Pourquoi maintenant? Et surtout, que faire à présent? Ce face-à-face imminent entre Apolline et Augustin s'annonce comme un moment fort, chargé de tensions émotionnelles et de vérité. Deux destins liés par un secret? Un amour silencieux, et désormais un choix lourd de conséquences. Le cœur d'Apolline est en tumulte. Elle est peut-être à un tournant décisif, celui de la rédemption, ou de la rupture définitive. Devant l'hôtel de police, la scène est d'une intensité bouleversante. Les gyrophares bleus illuminent brièvement le visage d'Apolline, encore pâle, les traits tirés par la fatigue et l'émotion. Sortie de l'hôpital sans prévenir, elle se tient là, figée, les yeux embués de larmes, incapable de détourner le regard de ce qui se joue sous ses yeux. À quelques mètres d'elle, Augustin est menotté, encadré par deux policiers. Il ne résiste pas, ne parle pas. Son regard croise brièvement celui d'Apolline. Un regard lourd de sens, empli d'un mélange de tristesse, de résignation et d'amour muet. Il s'est livré, entièrement, sans se protéger. Et maintenant, il paie le prix. Apolline chancelle. Son cœur se brise. Mais avant qu'elle n'ait le temps de réagir, une voix familière l'interpelle, c'est Nisma. Surprise de la voir là, si vite après son hospitalisation, elle s'approche, inquiète et incrédule à la fois. Apolline? Tu es déjà sortie? Pourquoi tu fais encore ça? Pourquoi tu continues à le défendre? La question, brutale mais sincère, fend le silence comme un coup de poignard. Et c'est alors qu'Apolline explose? Submergée par tout ce qu'elle retient depuis des jours. Sa voix se brise, mais ses mots claquent dans l'air, portés par la douleur. Il n'a rien pu faire pour sauver Caroline Vasseur. Un cri de désespoir, autant qu'un aveu. Ce n'est pas une justification. C'est une vérité crue, une tentative de faire comprendre l'injustice, l'impuissance d'un garçon qui, malgré tout, n'a pas su ou n'a pas pu empêcher le drame. Autour d'elle, le monde continue de tourner. Mais pour Apolline, plus rien n'est pareil. Ce moment-là, figé entre les larmes, l'amour et la culpabilité, restera gravé. Augustin est emmené, et elle reste seule sur le trottoir, dévastée, partagée entre le besoin de se livrer et celui de le sauver encore. D'une manière ou d'une autre. Alors qu'Apolline se tient encore devant l'hôtel de police, bouleversée par l'arrestation d'Augustin, une question essentielle reste en suspens. Parviendra-t-elle un jour à tourner la page? Cette affaire, aussi violente qu'injuste, l'a touchée en profondeur non seulement dans sa chair, mais surtout dans son esprit. Entre sa culpabilité dans l'affaire Caroline Vasseur, le sacrifice d'Augustin, et l'éclatement de ses repères moraux, Apolline semble brisée, perdue entre remords et vertige affectif. Pour l'heure, rien ne laisse présager un apaisement rapide. Le traumatisme est encore trop vif, les émotions à fleur de peau. Chaque regard, chaque souvenir, chaque silence réveille en elle la douleur d'avoir été impuissante, d'avoir peut-être trop tardé à agir, et d'avoir été aimée au point qu'un autre s'efface pour la sauver. Tourner la page ne sera pas simple. Ce sera long. Et cela ne se fera qu'au prix d'un vrai travail sur elle-même, peut-être avec l'aide de la justice, ou d'une vérité plus profonde encore à affronter. Mais pendant qu'Apolline se noie dans les remous de sa conscience, au Mistral, une autre tension monte, bien plus immédiate et dangereuse, Babette est en danger. Au cabinet médical, la journée avait pourtant commencé dans une ambiance presque légère. Babette, toujours aussi investie dans l'aide humanitaire, trie les cartons de médicaments collectés pour le pavillon des fleurs. À ses côtés, Mathieu Sorini, le nouveau médecin du quartier, multiplie les gestes d'attention. Depuis plusieurs jours, leur complicité grandit. Il la regarde avec une tendresse mal dissimulée.
Se laisse aller à quelques blagues, parfois un peu lourdes, mais jamais malveillantes. Il est clair qu'il éprouve bien plus qu'une simple affection professionnelle pour elle. Alors qu'ils rangent ensemble les cartons contenant des médicaments que convoitent justement Adrien et Chloé dans leur mystérieux projet, l'ambiance dérape brutalement. Ce moment anodin se transforme en prise d'otage quand un individu armé surgit, déterminé à récupérer une partie bien précise de cette précieuse cargaison. Babette, choquée, se retrouve menacée. Et Sorigny, bien qu'hésitant, tente de garder son sang-froid. Le danger est réel. L'otage n'est pas choisi au hasard. Quel est le lien avec les médicaments? Adrien est-il impliqué? Et que cherche réellement ce mystérieux agresseur? Une chose est sûre, au Mistral comme au commissariat, les heures à venir s'annoncent explosives, pleines de révélations, de bouleversements. Et peut-être de drames irréversibles. Alors que la tension vient tout juste de retomber au cabinet médical, après la prise d'otage qui a failli virer au drame, un autre type de confrontation. Plus intime, plus silencieuse mais tout aussi déstabilisante, éclate entre Babette et Mathieu. Dans un moment suspendu, Mathieu, le regard franc, le cœur à nu, choisit enfin de dire ce qu'il garde en lui depuis trop longtemps. La proximité quotidienne, les échanges complices, les regards échappés, tout cela la conduit à un point de non-retour. Il se tient devant elle, déterminé, mais blessé, et lâche cette phrase bouleversante. Je pense que je vais quitter le Mistral. Parce que je suis amoureux de toi, Babette. Et je n'arrive plus à faire semblant. Alors je fais quoi? Je reste et je souffre, ou je pars et je t'oublie. Un silence se crée, lourd, presque douloureux. C'est un instant de vérité. Celui où tout pourrait basculer, où une parole pourrait tout clarifier, ou tout briser. Mais au lieu de lui répondre, au lieu de mettre des mots sur ce qu'elle ressent ou ne ressent pas, Babette choisit de détourner le regard. Son téléphone vibre. Elle le saisit, comme un prétexte, une échappatoire. Elle décroche. Ce simple geste en dit long. Elle fuit. Par peur? Par gêne? Parce qu'elle-même ne sait pas quoi penser? Parce qu'elle n'a pas envie de faire de mal? Ou parce qu'elle redoute de s'avouer que quelque chose a peut-être bougé en elle aussi? Quoi qu'il en soit. Pour Mathieu, la scène est claire, son aveu est resté sans réponse. Il n'a eu droit qu'à un silence couvert par une sonnerie. Une humiliation douce, mais cuisante. Le fossé entre eux s'élargit. Et avec lui la perspective d'un départ qui semble désormais inévitable. Pour Babette, ce choix de ne pas répondre pourrait avoir des conséquences plus profondes qu'elle ne l'imagine. Au même moment, alors que les émotions sont à vif au cabinet médical, l'ambiance est tout autre mais tout aussi chargée du côté du pavillon des fleurs. Luna, encore marquée par la tension de la veille, voit arriver Chloé, visiblement nerveuse. Après leur altercation houleuse, un silence s'était installé entre elles. Mais aujourd'hui, Chloé a décidé de faire un pas. Avec sincérité. Elle présente ses excuses à Luna. Elle reconnaît s'être emportée, d'avoir peut-être dépassé les limites. Le ton est calme, presque fragile. Elle veut réparer. Et Luna, fidèle à sa nature généreuse et tournée vers l'humain, accepte cette main tendue. Mais elle ne s'arrête pas là. Dans un sourire, elle lui annonce une excellente nouvelle. Comme un signe que les choses peuvent repartir sur de nouvelles bases. J'ai décroché un contrat pour toi, et ça commence dès ce soir. C'est une bouffée d'air. Une opportunité concrète. Une preuve de confiance, et surtout un geste fort de la part de Luna qui montre qu'elle ne tient pas rancune, et qu'elle croit encore en Chloé. Mais à peine l'annonce faite, le visage de Chloé se fige. Elle détourne légèrement les yeux, embarrassée. Je suis désolée, je ne peux pas ce soir. La déception est palpable. Luna tente de ne pas laisser transparaître sa frustration, mais l'espoir qui venait tout juste de naître semble retomber comme un soufflet. Elle avait misé sur cette collaboration, sur cette relance. Et voilà que, dès le premier obstacle, Chloé décline. Pourquoi Chloé refuse-t-elle? Qu'est-ce qui l'empêche réellement d'être disponible? Est-ce un engagement personnel? Un empêchement sincère? Ou une manière déguisée d'éviter de s'impliquer?
Une nouvelle fois, l'avenir de Chloé semble suspendu à ses choix, et à sa capacité à saisir les mains tendues. En effet, face à la surprise de Luna, Chloé tente de justifier son refus d'un ton posé, presque détaché. Elle lui explique qu'elle n'est pas disponible ce soir car elle doit récupérer du mobilier pour meubler son nouvel appartement. Une tâche en apparence anodine, légitime, mais Luna sent bien que quelque chose cloche. Le regard de Chloé fuit, son ton manque de spontanéité. S'agit-il d'une réelle obligation logistique ou, une fois de plus, d'un subterfuge habile pour esquiver un engagement qu'elle n'est pas prête à assumer? Luna ne pose pas davantage de questions sur le moment, mais le doute s'installe. Car Chloé n'en est pas à son premier faux fuyant, et sa capacité à créer des zones d'ombre autour d'elle commence à inquiéter. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Adrien entre discrètement dans le cabinet médical du Mistral. Il adopte une attitude banale, se présente comme un patient lambda, et demande une simple consultation. Rien ne laisse transparaître ses véritables intentions. Mais au moment de régler sa visite, alors que la conversation semble anodine, Adrien laisse traîner son regard dans la pièce. D'un œil vif et méthodique, il balaie les étagères jusqu'à repérer ce qu'il cherchait, les cartons contenant les médicaments collectés pour le pavillon des fleurs. Ces fameux médicaments dont on sait qu'ils attisent bien des convoitises. Il les observe avec attention, comme pour mémoriser leur emplacement, évaluer leur accès. Peut-être même anticiper un prochain passage plus discret, ou plus radical. Son attitude, bien que discrète, trahit un intérêt très ciblé. Il n'est pas venu se soigner. Il est venu repérer. L'étau se resserre donc à la fois autour de Chloé, dont les mensonges fragilisent de plus en plus la confiance de Luna, et autour du cabinet médical, devenu un lieu stratégique pour un trafic dont les véritables enjeux restent à découvrir. Les apparences sont plus que jamais trompeuses, et chaque sourire peut cacher une manipulation. Au pavillon des fleurs, l'atmosphère est un peu plus légère l'espace d'un instant. Grâce à la détermination bienveillante de Luna et au soutien discret d'Armand Billard, un moment important a pu être orchestré, une rencontre entre Chloé et sa fille, Elena. Dans un coin aménagé pour l'occasion, mère et fille partagent quelques heures ensemble. Les jeux, les rires timides, les gestes hésitants mais pleins de tendresse rappellent à Chloé ce lien profond qu'elle n'a jamais voulu rompre. Pour une fois, elle semble réellement présente, sincère, comme si, malgré ses fuites et ses silences, elle était prête à se battre pour reconstruire ce lien maternel. Mais cette éclaircie ne dure pas. L'aide sociale à l'enfance interrompt ce moment précieux avec une annonce qui change tout. Avant d'envisager la garde officielle d'Elena, une visite obligatoire de votre appartement est nécessaire. Le ton est clair, ferme, sans appel. Cette étape administrative est un passage obligé, un test de stabilité. Seulement voilà, Chloé n'a pas encore d'appartement véritablement prêt. A-t-elle menti? A-t-elle exagéré sa situation pour accélérer le processus? Est-elle vraiment en mesure d'accueillir sa fille chez elle? L'échéance approche et la pression monte. Si elle veut retrouver Elena pour de bon, Chloé n'a plus droit à l'erreur. Pendant ce temps, la tension atteint un pic dramatique au cabinet médical du Mistral. La nuit est tombée. Babette, fatiguée mais soulagée que la journée s'achève enfin, s'apprête à quitter les lieux. Elle ramasse ses affaires, ferme un tiroir, vérifie une dernière fois que tout est en ordre. Mais au moment où elle franchit la porte, un individu surgit dans l'ombre, le bras tendu, un revolver pointé droit sur elle. Son souffle se coupe. Le temps s'arrête. L'intrus ne dit rien. Le canon de l'arme tremble légèrement, signe d'un mélange de nervosité et de détermination. S'agit-il d'Adrien? Prêt à tout pour mettre la main sur les précieux médicaments qu'il a repérés plus tôt dans la journée? Ou bien est-ce une autre menace, surgie de l'ombre, liée à un trafic plus vaste encore? La réponse reste en suspens. Une chose est certaine, le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle s'annonce explosif. Entre secrets, confrontation et révélation. Les destins de Babette, Chloé, Adrien et Luna sont désormais étroitement liés, et le danger, lui, est plus proche que jamais. Et voilà, chers amis, vous l'avez vu, cet épisode de Plus belle la vie. Encore plus belle marque un véritable tournant.
Entre la culpabilité dévorante d'Apolline, le geste héroïque d'Augustin, le silence lourd de Babette face aux sentiments de Sorigny, et la menace grandissante autour des médicaments du pavillon des fleurs, chaque personnage se retrouve face à lui-même, face à ses choix, à ses failles, et à ce qu'il est prêt à perdre pour rester debout. Les masques tombent, les vérités éclatent, et l'avenir de chacun se joue sur un fil. Apolline trouvera-t-elle la force de se libérer de son passé? Babette répondra-t-elle enfin à cet amour naissant? Luna parviendra-t-elle à tendre une dernière fois la main à Chloé sans se brûler? Et Adrien, jusqu'où ira-t-il? Une chose est sûre, au Mistral, rien n'est jamais simple, et tout peut basculer en un instant. Si cet épisode vous a tenu en haleine autant que nous, pensez à liker, commentez et vous abonner pour ne rien rater des prochains rebondissements. Merci d'avoir été avec nous, prenez soin de vous, et à très vite pour la suite de Plus belle la vie, encore plus belle.